الأرحام والأحشاء من نطفة صورني. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. يريد نسرنا تعيش نديرنا ارفع رعر من الرحاق والدب والزيت منا. ويا سي يا ربي زكور النشي يصفى اشي وطر من يعذون طيب الدر سرنا. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. يقول لمن شاء كن فيكون ويبدئ سبحانه ويعيد ويحكم في خلقه ما يشاء ويفعل في ملكه ما يريد. في ظلمات الأرحام صورني من نطفة وابداني بالإنعام نعمة من كل صنفة. واخلق لي ماء وطعام ونعايم مختلفة وازددت من غير قماش غطاني واستغني. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. اذكر خالد تفاد غارت بيدك وجناك مانا يا يبطاري تركي تبدا السنة. اذكر خالد تفاد غارت بيدك وجناك مانا يا يبطاري تركي تبدا السنة. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. اللهم صل
وهام القلب في هواك جميعا في حسنك المطالب وهام القلب في هواك الله 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 يا مولانا أنا أخدم سيدي رسول الله 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 يا مولانا. L'économie algérienne n'existe pas. Je ne peux pas dire plus. En réalité, si nous étions en guerre, il y aurait une famine totale. Il est très facile de réduire l'Algérie à un état de dépendance qui dépasse l'imagination. Beaucoup de libéralisme, en fait, a autorisé un comportement complètement débridé au niveau du commerce international, à tel point que même les unités de production existantes ont été fermées ou alors, sous couvert de terrorisme, attaquées pour justifier leur... Donc la bonne gouvernance, alors c'est un peu tout ce que je viens de dire, mais c'est aussi pour le privé, s'enrichir, d'accord, il n'y a pas de problème, faire de l'argent, le privé est là pour faire de l'argent, mais pas faire de l'argent sur ce que j'appelle les ressources stratégiques d'un pays. Par exemple, le pétrole en Algérie, le gaz, etc., c'est nos ressources stratégiques, ça doit pas être privatisé, ça doit rester sous le contrôle de l'État, parce que si ça va au privé, ça finira par appartenir à des intérêts étrangers, puis ça finira par nous échapper complètement, donc voilà, ça aussi ça fait partie de la bonne gouvernance. L'autre chose, c'est s'enrichir, oui, pas de problème, mais s'enrichir sans faire de chômeurs. Si je m'enrichis, si j'augmente mes profits en fabriquant du chômage, c'est complètement idiot, parce que ces chômeurs, ils n'achèteront plus ce que je produis. S'enrichir sans délocaliser. Si je délocalise en Mongolie, au Maroc, au Portugal, je sais pas si ça paye moins de salaire ou ça impose moins d'impôts à l'entreprise que le pays dans lequel je suis, ben dans mon pays j'ai des chômeurs, et dans le pays où je vais, je crée des emplois qui sont payés des salaires tels que ce salarié ne pourra jamais acheter la voiture ou la motocyclette ou le frigidaire qu'il fabrique. Donc ça n'a pas de sens. Or c'est malheureusement ça qui est la grande confusion aujourd'hui, c'est qu'on confond bonne gouvernance avec façon de faire de l'argent toujours de façon plus compétitive et toujours de façon plus croissante. Or, pour moi, c'est le contraire. C'est vraiment le contraire de la bonne gouvernance. La bonne gouvernance, c'est faire de l'argent, oui, mais de l'argent raisonnable, des profits raisonnables, de façon à éviter à faire des chômeurs, de façon à consacrer un certain investissement à bien former ses employés, de façon à ne pas contaminer la nature, et troisièmement, de façon à payer sa juste part d'impôt à l'État. Parce que l'État sans impôt est désarmé. Mais malheureusement, on a beaucoup d'évasion fiscale qui contribue à la très mauvaise gouvernance de beaucoup de pays. Est-ce qu'on a une bonne gouvernance en Algérie? La question reste, je l'avoue, très difficile pour moi à poser. Mais je pourrais oser, avec quelques éléments, bien sûr, pour appuyer mon argumentaire, je peux dire que non, en Algérie, nous n'avons pas une saine gouvernance publique. Alors maintenant, la bonne gouvernance a-t-elle fonctionné ou non en Algérie? Ben évidemment, écoutez, il suffit d'observer comme ça, même de très loin ou de très près, comme on voudra, que l'Algérie et la bonne gouvernance, ça fait deux choses très différentes. J'ai été frappé, moi, de lire, par exemple, dans des classements de pays qu'on peut visiter, comme ça, qui sont publiés par des magazines à gauche, à droite. Sur 130 pays, l'Algérie était classée 129e, l'avant-dernier pays où aller, quoi. Et cette étude que j'ai lue parlait de qualité de vie, de sécurité, vous vous rendez compte, l'Algérie est classée avant-dernière sur 130 pays de cette planète, pour le transport, le logement, le housing, comme on dit en anglais, les hôtels, la sécurité, la qualité de vie, là, mais c'est dramatique. Ça, c'est déjà un signe de gouvernance qui ne tient pas la route. Alors pourquoi la gouvernance n'a pas fonctionné en Algérie? Parce que que voulez-vous? Moi, j'observe et j'écris et j'essaie de suivre ce qui se passe en Algérie, même si je suis loin depuis très longtemps. J'ai même écrit un livre en la quittant en 1985-86.
qui s'appelle Algérie entre l'exil et la curée, mais on trouve aucun de mes livres en Algérie, bon, mais enfin qu'on trouve dans n'importe quel Fnac en France ou ailleurs. Eh bien, dans ce livre, déjà, j'avais écrit comment, dans tous les domaines, j'ai pris tous les domaines un par un, le pétrole, l'énergie, le public, la santé, l'eau, les infrastructures, tout ça a été laissé à volo, a été laissé à l'abandon pratiquement au niveau de ce qu'on a hérité de l'époque coloniale ou des quelques premières années, disons, boumédiennes où on s'est mis à construire un peu des complexes et sur lesquels on roule encore maintenant. D'ailleurs, même l'entreprise privée roule encore avec ce qui a été établi à cette époque-là. Bon, donc la gouvernance est mal partie dès l'indépendance, quoi, dès le magouillage du groupe de d'Oujda, etc. Bon, est-ce qu'on allait être un État socialiste, pas socialiste, semi-capitaliste? On savait pas trop. La première constituante a été essentiellement une constituante qui a pondu une pseudo-constitution, d'ailleurs dans laquelle 70% des membres de cette constituante étaient des militaires. Enfin bon, et après on a fait de la politique économique et de la gouvernance de navigation à vue, quoi, je dirais un peu, navigation à vue, donc d'improvisation, si j'ose dire. Alors, on a essayé de suivre une certaine forme de planification comme ça rigoureuse jusqu'aux années pratiquement 75, mais à partir, il me semble, de la mise en chantier de la charte nationale et de la révolution agraire, là ça a commencé à déraper, et donc l'aile droite, je pense, du pouvoir en Algérie, proche de ceux qui détiennent le vrai pouvoir, c'est-à-dire l'armée, les officiers supérieurs, etc., eh bien, ont détourné une bonne partie de la gestion de l'économie vers des objectifs et des destinations autres que l'amélioration du bien-être du citoyen algérien, de son éducation, de sa santé, de son transport, de son logement. D'ailleurs, il y a juste à voir l'anarchie du logement en Algérie. Enfin, quand on voit Alger, ce qu'il est devenu, mais c'est un complexe de cancer, quoi. C'est des cancers de bâtiments qui poussent n'importe comment, n'importe où. C'est des tumeurs architecturales qui choquent la vue, dès qu'on sort de l'aéroport. Enfin, donc, je suis désolé, mais on n'a pris ni l'un ni l'autre. On n'a pas gardé la planification centralisée, indicative, impérative, etc., comme on la définissait au début. Et on n'a pas non plus laissé la libre entreprise vraiment avec des gens qualifiés, des gens avec les capacités pour gérer une économie à partir d'un marché privé. Donc on a fait marché libre plutôt de privé, mais de privé que, comme ailleurs dans le monde, n'est pas laissé à lui-même la bride sur le cou. Je veux dire, le privé qui fonctionne le mieux au monde, c'est quand même en Allemagne, jusque-là, c'est quand même en Suède, en Scandinavie, au Japon, toujours ces mêmes pays. Alors l'entreprise privée, oui, mais le marché est surveillé, marché régulé. Donc, nous, on a adopté ni l'un ni l'autre. On a navigué entre les deux, on est resté entre deux eaux. Pas d'économie planifiée centralisée, par exemple au Japon, l'économie est planifiée centralisée par le ministère du Commerce et de l'Industrie, du Commerce extérieur et de l'Industrie. Et l'Allemagne, c'est aussi des plans triennaux, quinquennaux, etc. Mais l'entreprise privée a une certaine marge de manœuvre et une certaine forme de profit qui se fait en négociation avec les syndicats, avec les environnementalistes, avec les écologistes, avec les différentes parties prenantes. Et ça, c'est de la bonne gouvernance. Mais nous, les parties prenantes, c'est simplement la loi du plus fort.
Alors, celui qui a le plus d'argent, celui qui contrôle le plus les sources d'argent, d'ailleurs on ne sait pas d'où elles viennent, ni comment, ni par quel canal, eh bien, ces gens-là, à tour de rôle, tiennent le pouvoir, et de toute façon, je considère qu'il n'y a même pas lieu de parler de gouvernance en Algérie. En Algérie, il y a une bonne gouvernance. La réponse à cette question est relativement facile. Tout le monde peut, en référence à ce que nous avons dit auparavant, enfin aux éléments de gouvernance, peut démontrer qu'il n'y a pas bonne gouvernance. Donc, ni au plan politique, ni au plan économique, ni au plan civil. La question intéressante, c'est pourquoi en Algérie, il n'y a pas de bonne gouvernance. À mon avis, il y a 3 phénomènes qui peuvent expliquer la situation. Le premier, c'est que au lendemain de l'indépendance, les leaders du mouvement national, inexpérimentés, avaient peur de la division et des déchirements qui pouvaient se produire, et ils ont considéré la population comme immature. Et bon, la considérant comme un enfant, ils ont décidé de prendre des décisions à sa place. Ils se sentaient suffisamment légitimes et intègres pour décider donc à sa place dans son meilleur intérêt. C'est ça qui explique, à mon avis, le centralisme et l'étatisme, l'absence de société civile et la gabegie économique que nous voyons à l'heure actuelle. L'Algérie a eu des dirigeants patriotes, mais elle n'a pas eu de grands dirigeants, parce qu'ils ne comprenaient pas justement ces grandes questions. Deuxième élément qui me paraît important, c'est les difficultés du mouvement national ont rapidement amené une domination du système policier. Celui-ci, dès le début, comme vous savez, le système policier a été très important pendant la guerre de libération, mais dès le début, il s'est attaqué aux personnes pour décourager les oppositions. Alors, ce système, il s'est aguerri grâce à l'âpreté de la lutte de libération, puis aux manœuvres vicieuses des services secrets français. Il a été renforcé par les agissements irresponsables des dirigeants au lendemain de l'indépendance, le coup d'État de 1965, par exemple, et la décennie de violence de 1990. Donc, deuxième élément très important qui a affaibli la gouvernance, c'est le système policier. Troisièmement, à mon avis, l'élite intellectuelle a été généralement faible et peu engagée. Elle a préféré prendre le parti des gouvernants plutôt que celui de la population. Alors ça a été facilité par le sentiment ou la force du sentiment national. En s'opposant au gouvernement, les intellectuels paraissaient s'opposer aux grands idéaux de la nation et du mouvement de libération. Alors donc, des normes de comportement, disons, de conformité plutôt que d'opposition ou de critique se sont imposées en Algérie et notamment auprès de l'élite intellectuelle. Une seule peut-être exception, et encore là, elle est timide, c'est ce qui s'est produit en Kabylie. Donc à ces 3 phénomènes-là, qui sont des phénomènes importants, qui expliquent un peu la faiblesse de la gouvernance en Algérie, s'est ajouté un phénomène organisationnel dévastateur, c'est l'émergence et la généralisation de la corruption. C'est un phénomène organisationnel. Les faiblesses de la gouvernance sont apparues aux yeux des élites politiques comme une tare, disons, du mouvement national et de la nation algérienne. Au lieu de les considérer comme une faiblesse organisationnelle, ils les ont considérés comme une tare. Finalement, c'est parce qu'on est des Arabes que c'est comme ça, disons, si l'on voulait simplifier. Les individus, alors, à ce moment-là, y compris les plus hauts dirigeants, se rendaient compte que tu peux pas changer la nation algérienne. Alors, et ils ont désespéré. Alors, en désespérant, ils se sont mis à s'intéresser plutôt à leurs intérêts et aux intérêts de leurs proches, disons. Et comme on peut pas sauver la nation, on va se sauver soi-même. Et c'est comme ça que la corruption est apparue. La corruption, au début, elle a commencé timidement. Mais elle a été facilitée par la faiblesse du système de gouvernance. Elle s'est multipliée, elle s'est généralisée. C'est un cercle vicieux qui a entraîné la descente aux enfers. Alors c'est ça à mon avis les raisons qui expliquent la faiblesse de la gouvernance actuellement en Algérie.
C'est un constat, c'est le constat d'un chercheur qui travaille sur le sujet depuis quelques années déjà. On peut dire que nous avons une gouvernance dont les tensions sont tellement énormes, une gouvernance publique dont les tensions sont tellement énormes qu'elles peuvent mettre en péril même la société. Si les tensions générées par la gouvernance publique au niveau des valeurs, au niveau des structures, au niveau du cas de gestion du pays et au niveau des outils utilisés par les hauts fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions et l'exercice de leur mission au sein des structures publiques, si ces tensions-là perdurent, c'est à la fois sur le plan économique, nous allons perdre en compétitivité, en concurrence et en création de richesses. Sur le plan social, nous allons perdre en matière de cohérence, en matière de solidarité, en matière d'égalité des chances, en matière sur le plan éthique et moral aussi, la société algérienne finira par perdre ce qui, dans la réalité, nous unit. Alors donc, tout cela, sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan, je dirais, international, des relations internationales, sur tous les plans, si la gouvernance n'est pas à la hauteur des aspirations de la société, à la hauteur de ses valeurs et des valeurs de son élite, elle finira un jour ou l'autre par déclasser complètement le pays vis-à-vis des institutions internationales, vis-à-vis des sociétés qui nous entourent, vis-à-vis de nos voisins régionaux et à l'intérieur même de notre pays. Elle n'est pas saine comme pratique, ou les pratiques de gouvernance en Algérie ne paraissent pas saines. Il n'y a pas assez de transparence. Peut-être dans certains secteurs, il y a un minimum de transparence, mais dans bien d'autres, il n'y en a pas. Le citoyen moyen, au jour le jour, quand il dépose, je prends un exemple seulement, quand il dépose une demande pour avoir un logement décent, il a besoin, aussi modeste qu'il soit, il a besoin qu'on lui dise quels sont les critères et qu'il puisse les comprendre, ces critères-là. Quel est le processus, comment les demandes sont analysées, qui va analyser les demandes, comment cette analyse-là va aboutir, quel est le résultat de cette analyse-là de manière transparente. Or, on est très très loin, qu'on le veuille ou non. Idem en éducation nationale, idem en énergie, idem dans tous les secteurs, il y a ces tensions-là qui sont sur les administrations qui vont devenir encore beaucoup plus grandes dans les années à venir. C'est-à-dire ces tensions-là qui vont peser très très lourd sur à la fois les hommes et les femmes qui servent la chose publique, ce qu'on appelle les fonctionnaires, les gens qui sont dédiés au quotidien au service public, à l'intérêt général et au bien commun, chacun dans son administration, chacun dans son secteur d'activité, et aussi sur les décideurs, ceux qui font les décisions, ceux qui fabriquent la décision, ceux qui les mettent en place. Et ces tensions finiront donc, comme je disais tout à l'heure, par ou je dirais par un moment donné porter un coup dangereux à l'économie, à la société, dans son identité, dans sa richesse, dans son bien-être, tout simplement. Et ça, c'est une fonction qui incombe à l'État et aux hommes et aux femmes politiques du pays. C'est de permettre aux institutions algériennes, qu'elles soient privées ou publiques, leur permettre un environnement d'affaires publiques et privées sain, à travers des pratiques de saine gouvernance. De nos jours, ce n'est pas tant un problème de compétences, mais d'engagement social et de volonté politique. J'aurais dit, à défaut de cet idéal de contrôle, mais qui contrôle le détenteur de pouvoir. En fait, l'incompétence vient de l'impunité, et l'impunité vient à son tour de la soumission de ceux qui sont responsables des différentes organisations, y compris la plus haute des organisations, celle de l'État. L'incompétence vient de la soumission à des pouvoirs dominants, souvent occultes, au-dessus de tout contrôle. Et c'est pour cela que beaucoup de gens pensent qu'il n'y a pas d'État en Algérie.
Par exemple, l'État, c'est avant tout le pouvoir judiciaire indépendant, un pouvoir judiciaire indépendant. Or, a-t-on une justice indépendante en Algérie? Les juristes et les avocats eux-mêmes reconnaissent que non. Chez nous se pose donc en premier lieu, d'après moi, le problème de l'autorité. Qui a cette autorité? Et le premier manque qu'on a, c'est qu'on n'a pas des processus qui sont transparents et qui permettent, disons, à l'ensemble des gens de comprendre la dynamique de ce processus-là. Et ça pose des questions fondamentales parce qu'il ne peut pas y avoir de construction sans qu'il y ait de confiance entre ceux qui gouvernent et ceux qui sont gouvernés. Et cet élément de confiance est absolument fondamental. Et donc, pour qu'il y ait cette confiance, il faut qu'il y ait autorité. Et une autorité qui ne soit pas imposée, mais une autorité sur laquelle il y a un certain consensus. Un consensus légal, un consensus dû au vote et un consensus dû aux compétences. Et ceux-là ne peuvent pas se créer à l'intérieur ne peuvent pas exister à l'intérieur d'une même personne. Alors, historiquement, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé l'administration. Mais cette administration, pour qu'elle soit fonctionnelle, il faut qu'elle soit complètement découplée du pouvoir politique et du pouvoir économique. Si elle n'est pas complètement découplée du pouvoir politique et du pouvoir économique, elle ne peut pas être crédible. Donc la nouvelle valeur, c'est cette valeur de crédibilité. Et chez nous, l'administration et le politique sont couplés de manière très très forte, c'est-à-dire que nous avons des ancrages politiques à l'intérieur de l'administration qui vont dans des couches assez profondes, et nous avons des ancrages politiques qui sont dans l'économie qui sont assez profonds. Et ces ancrages-là, à un moment donné, il va falloir faire sauter les verrous, sinon on ne pourra pas construire on ne pourra pas prendre des décisions qui vont dans l'intérêt de tout un pays. Donc, ce phénomène-là, c'est un phénomène qui, à mon avis, est assez révélateur d'un manque de compréhension dans les mécanismes de gestion des institutions fortes d'un État. Et encore une fois, lorsque vous êtes, par exemple, en Algérie, comme beaucoup d'entre nous le font, eh bien, lorsque vous avez un problème quelconque, la première réaction que les gens ont, c'est est-ce que tu connais quelqu'un dans telle ou dans telle organisation? Ils ne pensent même pas à aller au guichet, par exemple, ou aller au niveau de l'administration, et ils ne connaissent même pas ces processus, en fait. Si on veut tirer un extrait de naissance, on va dire, est-ce que tu connais quelqu'un à la mairie qui peut nous aider avec un extrait de naissance? Et ça, c'est symptomatique d'un état de fait qui est assez dangereux chez nous, dans le sens où on peut créer toute une hiérarchie de rapports de clientèle qui font que à chaque fois qu'un service est donné, il y a une contrepartie qui est attendue de pratiquement tout le monde. Et là, c'est la porte ouverte à la corruption, au passe-droit. Et d'un autre côté, ça crée deux choses, en fait. Il y a beaucoup de gens que ça arrange, parce que ils peuvent accéder aux privilèges disons de l'État par des chemins de clientèle, c'est connu, il faut le dire, alors que ceux qui essayent de s'adapter, disons, à un processus qui serait sain, si on a
si on a besoin d'un service ou si on a besoin, c'est de passer à l'administration, de faire une demande, que l'administration réagisse, qu'un processus soit enclenché et qu'à la fin de ce processus-là, on reçoit soit le service, soit une réponse qui nous permettrait éventuellement de corriger ou d'amender une demande afin que ce service-là soit livré à ce client. Et à mes yeux, tant que nous n'arriverons pas à découpler, disons, le pouvoir économique du pouvoir administratif, du pouvoir politique, nous aurons tout le temps de gros problèmes. Et la deuxième conséquence que j'ai oublié de mentionner, c'est que ceux qui ne conçoivent le rapport de l'État que dans un rapport structuré, cartésien, ceux-là ne trouvent pas d'espace d'expression à l'intérieur que ce soit de l'économie ou de l'administration ou du politique. Et donc ils sont poussés aux franges de la société qui les poussent à partir. Et on sait qu'un des fléaux, un des plus grands fléaux de l'Algérie, c'est un peu ce départ des intellectuels, des diplômés. Et là, les statistiques sont parlantes. On n'a plus besoin d'avis ou de contre-avis. Par exemple, à Paris, il y a plus de 14 000 ou 15 000 médecins algériens. Donc, c'est une aberration. On peut appliquer ça à pratiquement tous les autres domaines. Il n'y a qu'à regarder les informaticiens ici à Montréal. Ils sont partout. En fait, ils se sont taillés un bel espace. Ils font de très belles choses pour les banques, pour les compagnies aérospatiales, pour les compagnies de transport, choses qu'ils ne peuvent pas faire en Algérie parce que il n'y a pas encore ils ne peuvent pas accéder à ce type de position ou de grade chez eux. Et donc, ils partent ailleurs. Et ce que je peux dire, c'est que de notre côté, tout ce que nous faisons au niveau de l'enseignement supérieur, de l'enseignement primaire et secondaire aujourd'hui, est tel que les meilleurs qui vont être produits, les meilleurs éléments que le système va produire vont probablement quitter le pays avec un degré de confiance très très élevé. Donc il n'y a aucun doute là-dessus, parce qu'il n'y a pas les mécanismes au sein desquels ces gens-là pourraient éventuellement s'incruster. Donc l'impact sur la société algérienne de cette mauvaise gouvernance, il est immense. Et si on ne rectifie pas cette situation-là, ce qui va se passer, c'est que nous aurons une société de plus en plus sclérosée, qui sera incapable de prendre des grandes décisions, qui va être influencée par des intérêts étrangers parce qu'elle n'a pas la confiance dans les structures économiques ou administratives locales, et donc on va chercher des institutions étrangères pour pouvoir faire ce qu'on peut facilement faire par des Algériens chez nous. De l'absence de gouvernance tout court, ou l'absence de bonne gouvernance a des conséquences, des impacts. Et j'aimerais insister et répéter que pour moi, bonne gouvernance, c'est une combinaison des différents échelons de gouvernance. Donc depuis l'État, l'entreprise, grande, moyenne, etc., petite, jusqu'à la commune, la base de ce qui fait la gouvernance dans un espace donné. Et donc cette combinaison
où cet équilibre, cette cohésion doit se faire dans les deux sens. C'est-à-dire que l'État est là pour veiller à ce que les acteurs économiques jouent un jeu économique et un jeu de gouvernance qui n'appauvrit pas la population, qui ne fait pas de la population des chômeurs pour les transformer en profit, qui ne détruit pas le milieu et l'écologie du territoire national, qui ne met pas en danger les ressources stratégiques du pays, qui ne fabrique pas un privé beaucoup plus extraverti qu'intraverti. Or, nous avons malheureusement un privé qui est, à ma connaissance, beaucoup plus extraverti qu'intraverti. Pourquoi? Les raisons sont très simples. Un privé, quelle que soit sa taille, quelle que soit sa dimension, quel que soit son secteur, quand il commence à faire de l'argent, eh bien, l'argent qu'il fait, le profit qu'il fait, il faut bien qu'il le mette dans des dépenses, disons, de consommation, de satisfaction, de jouissance, Or, ces dépenses de satisfaction, de jouissance, de compensation, d'autorécompense, si j'ose dire, etc., qu'est-ce qu'il va trouver en Algérie? Les grands hôtels, les grands restaurants, la grande gastronomie, etc., il la trouve à l'extérieur. Les grandes villas avec les belles plages, tout ça en Algérie, c'est déjà fini, c'est déjà accaparé, ça sert même de logement permanent, apparemment, à certaines catégories de la société. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ce privé devient extraverti parce que le profit qu'il fait, il va le consacrer à aller chercher des produits semi-finis à l'extérieur au lieu de développer chez nous des PME, des PMI qui pourraient faire ces produits semi-finis chez nous. Il va se mettre à exporter de la valeur ajoutée, qu'est-ce que j'appelle de la fausse valeur ajoutée, c'est-à-dire des produits qui vont être à qualité moindre, moins chers que les produits espagnols ou portugais ou je ne sais quoi, mais tout ça c'est au détriment du futur de l'exportation algérienne et au détriment de la main-d'œuvre algérienne sur laquelle on va chercher cette valeur ajoutée par les coûts, en baissant les coûts, en baissant les avantages sociaux. Je sais que 50% des entreprises algériennes, d'après les statistiques que j'ai lues, 50% ne payent en dessous du SMIC. 50% ne déclarent même pas leurs employés à la sécurité sociale. Alors ça, c'est une catastrophe. Alors si on exporte quelques produits, je sais que l'exportation c'est quelque chose comme 3 à 5%, si je comprends bien de notre PIB à part les hydrocarbures, eh bien tout ça c'est un privé qui est beaucoup plus extraverti qu'intraverti. Ce que j'appelle l'intraverti, c'est un privé qui va chercher depuis les produits semi-finis jusqu'à la main-d'œuvre, jusqu'au know-how, les façons de faire, etc., soit les chercher, soit les former localement, chez lui, sur son territoire. Et c'est un privé qui va faire les dépenses de loisirs, de ce que j'ai appelé donc ces dépenses de profit pour les mettre dans des activités de loisirs, de tout ce qu'on voudra, il va le faire à l'étranger. Donc on a maintenant un privé qui a beaucoup plus acheté des villas, des immeubles, des résidences secondaires, des résidences de plage. On m'a même dit des hôtels particuliers à Paris qui se chiffrent en centaines ou dizaines de millions d'euros. Eh ben il va faire ces dépenses-là à l'étranger. Alors cet argent-là qui sort d'Algérie pour aller s'investir à Paris, à Londres, à Saint-Tropez, à Don Juan, à Cannes, à Nice, à Barcelone, à Marbella, etc., eh bien c'est de l'argent qui est tout simplement soustrait à la capacité économique de l'Algérie et c'est de la très mauvaise gouvernance. Alors voilà un des impacts. On peut prendre des secteurs particuliers, je sais pas moi, le secteur des infrastructures. C'est quand même incroyable que nous soyons incapables de faire nos propres routes, nos propres autoroutes, nos propres ponts. C'est encore les sociétés espagnoles qui font ça, des sociétés chinoises, des sociétés coréennes, des sociétés... Enfin, après 50 ans d'indépendance, on devrait être capable de construire nos infrastructures nous-mêmes. Alors, l'une des conséquences gravissimes pour moi de cette gouvernance
de navigation à vue, d'improvisation d'un Zerwal à un Chadli, de Boumedienne jusqu'à Bouteflika, etc. Chacun improvise à sa façon, ou n'improvise pas du tout d'ailleurs, mais maintenant on ne sait même pas quelle est la politique économique exacte de l'Algérie. En tout cas, moi, j'arrive pas à la discerner. Donc, on change de loi de finances tous les 6 mois, l'une dit le contraire de l'autre, etc. Bon. Alors, les conséquences, c'est que on a une éducation sinistrée. Les filières technologiques dans notre éducation nationale représentent à peu près 12 à 13%. Plus de 90%, près de 90% des filières universitaires et postsecondaires qu'on a en Algérie, c'est ce qu'on appelle des sciences molles, c'est-à-dire, je sais pas moi, sociologie, psychologie, anthropologie, sciences islamiques, etc. Bon, je ne dis pas que c'est inutile, mais avec des filières technologiques en dessous de 12-13%, c'est pas comme ça qu'on va développer nos capacités architecturales, nos capacités de transformation, nos capacités industrielles. C'est donc le système d'éducation, c'est le premier élément sur lequel porte l'impact de cette mauvaise gouvernance. Il est sinistré. L'autre, c'est l'agriculture. Nous sommes obligés d'importer pratiquement 80% de ce que nous mangeons en Algérie, sinon plus. Quand je dis 80%, je suis sûr que je suis très conservateur. Donc l'agriculture est l'une des victimes de cette mauvaise gouvernance, parce qu'on a cru pouvoir, avec le béton et les grands complexes, etc., à une certaine époque, remplacer les terres agricoles par de l'industrie qui va miraculeusement nous nourrir. Je ne sais pas quels étaient les calculs, mais on voit bien qu'on a massacré les terres agricoles et les paysans. Des programmes comme le PAP, par exemple, les programmes d'importation de tout ce que l'Algérien utilise et mange par jour, ça a été une catastrophe sur le plan de la gouvernance. Alors c'est ce qui a fait que, par exemple, sous Chadli, quand ces programmes d'importation étaient les plus donc oui, je disais, ces programmes d'importation massive, soi-disant pour améliorer la qualité de vie de l'Algérien, ça a été une catastrophe, parce que on a fait que vendre du pétrole, pomper le pétrole, le vendre, et le gaz aussi d'ailleurs, pour acheter à peu près tout ce que l'Algérien utilise par jour. Donc ce qui fait que l'Algérien n'a pas appris, ou n'a pas eu à apprendre à faire ces choses pour vivre, y compris l'agriculture. C'est devenu moins cher pour un agriculteur algérien, pour un paysan algérien, d'acheter des tomates importées de Yougoslavie et vendues par une multinationale quelconque, United Fruit ou Procter & Gamble ou Unilever ou je ne sais qui, que de les produire sur le sol algérien. Donc ça a provoqué un exode massif, évidemment, comme on le sait, les bidonvilles autour des villes d'Algérie, on a même un immense autour de Hassim Saoud qui est une calamité. Et donc ça a fait que nous n'avons plus de paysans. Alors quel est l'âge moyen du paysan algérien qui sait encore aujourd'hui cultiver ce qu'il faut, quand il faut, au moment où il faut, semer quand il faut, récolter quand il faut, depuis les oignons jusqu'au blé, etc. Donc ça aussi c'est un secteur sinistré par cette mauvaise gouvernance. Et le troisième, c'est les infrastructures. Nous avons un retard dans les infrastructures qui est abyssal par rapport à ce que l'Algérie devrait pouvoir et fabriquer et constituer sur place et exporter. Le port d'Alger, par exemple, on sait très bien, il est surengorgé. Le port de Skikda, c'est pratiquement des infrastructures portuaires qu'on a héritées du colonialisme et auxquelles on n'a pratiquement rien ajouté. Donc tout ça fait que, je sais pas, moi j'ai lu quelque part que si l'engorgement du port d'Alger dépasse une semaine ou quelques jours, ou si les compagnies de fret, d'armateurs à qui l'Algérie doit, paraît-il, des milliards, font un boycott des livraisons au port d'Alger, eh bien l'Algérie risque de se retrouver quasiment en situation de famine, juste pour les produits agricoles. Alors donc cette mauvaise gouvernance, si on doit essayer de la corriger, il faut commencer par l'éducation, l'infrastructure, l'agriculture. Ici, dans le centre de Yaoundé, au Cameroun, les commerçants vendent certaines des spécialités gastronomiques les plus précieuses de la région. Selon la saison, des sauterelles, des termites, ou dans ce cas, des larves du charançon du palmier sont alignées au premier rang.
Moi, je mange les insectes, c'est trop nourrissant. Donc, ça nourrit le corps et ça n'a pas de graisse et ça ne nuit pas au corps. C'est un truc que si un être humain mange ça tout le temps, peu rare qu'il aura des maladies. Les insectes offrent une contribution positive ici à l'alimentation, car ils sont remplis de protéines, de vitamines, de fibres et de minéraux. Et ce n'est pas seulement leur contribution à l'alimentation locale qui est importante. Ils fournissent également des opportunités de gains. Ici, dans les forêts qui entourent le village de Zeng, c'est la saison des sauterelles. Philomène et Nama ramassent les grillons avec d'autres femmes du village. Elle en cuisine certains pour nourrir sa famille de 7 personnes. Elle emmène le reste au marché pour les vendre. Je vois que les insectes sont bons parce que quand on n'a pas encore eu les produits des champs, ça va nous aider à vivre. Comme ça, on prépare, on mange. L'autre, on peut vendre. Donc ça nous aide vraiment, les insectes. En pleine saison, une femme peut ramasser 4 bouteilles d'eau pleines de sauterelles, qu'elle vendra en une journée pour l'équivalent de 15 €. Le rôle des femmes dans la collecte d'insectes est très important, du fait que dans beaucoup d'endroits du monde, les femmes sont responsables de s'assurer qu'il y ait des aliments sur la table pour nourrir leur famille. Jusqu'à récemment, les insectes étaient considérés comme une ressource inépuisable. Cependant, la croissance démographique humaine a conduit à une récolte excessive de certaines espèces, tandis que les feux de forêt et la dégradation de l'habitat due à une exploitation forestière non durable ont conduit certaines espèces au bord de l'extinction. The rearing and domestication of insects can help the conservation of wild insect populations while simultaneously contributing to livelihoods and food security. Insects have a huge potential for both feed and food. We're already seeing developments in terms of using insects as animal feed and also being incorporated onto menus and into processed foods. While we won't be seeing insects on the table of a Sunday lunch anytime within the next decade, we know that insects have a huge potential, and we hope that slowly but surely this can be realized. La croissance démographique, l'urbanisation et la classe moyenne en augmentation contribuent toutes à une demande mondiale croissante de protéines. Les insectes contiennent des hauts niveaux de substances nutritives essentielles et de vitamines, ainsi qu'une haute teneur en protéines comparable à la viande. Il est à espérer que les insectes seront considérés comme un complément viable à l'alimentation humaine, non seulement ici en Afrique centrale, mais dans beaucoup d'autres parties du monde.